Et si je vous disais que les pyramides d'Égypte, les murs du Machu Picchu et les mythes d'une civilisation perdue étaient tout liés par un seul et ancien secret. Un secret non pas enfoui sous le sable, mais gravé à la vue de tous sur les murs d'un temple que chacun peut visiter. Cela paraît incroyable, mais c'est bien le cas. Et aujourd'hui, nous allons commencer à déchiffrer un code qui pourrait réécrire toute l'histoire de l'humanité avant de nous plonger dans ce nouveau voyage aux frontières de la connaissance. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, parce que c'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Et pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette histoire incroyable. Dans le vaste théâtre de l'histoire humaine, il existe encore de nombreuses zones d'ombre, des questions non résolues qui attendent patiemment une réponse. Des artefacts préhistoriques et des monuments demeurent des mystères, gardiens silencieux d'anciennes techniques de construction. Pensez aux prouesses, aux majestueux murs de Cusco, Machu Picchu ou Sacsayhuaman dans les montagnes péruviennes. Comment est-il possible que ces anciennes civilisations aient réalisé des œuvres d'une telle grandeur sans l'aide d'outils métalliques avancés? Comment ont-ils transporté, érigé et imbriqué ces gigantesques blocs de pierre? Une énigme tout aussi fascinante émerge à Tiahuanaco, en Bolivie, à proximité du majestueux lac Titicaca, à une altitude de 3800 mètres. Ici, nous trouvons les vestiges d'une civilisation très ancienne, et parmi ces merveilles se distingue la Porte du Soleil, sculptée dans un seul monolithe de roche pesant pas moins de 18 tonnes. Ce ne sont là que quelques-uns des lieux les plus mystérieux de notre planète, et la liste pourrait être très longue. Mais peut-être que la clé pour commencer à les déchiffrer se trouve dans un lieu précis. Un monument qui pourrait contenir la clé. Non seulement pour l'histoire égyptienne, mais aussi pour un chapitre oublié de toute l'humanité. Et pour la trouver, nous devons aller en Égypte. Le temple d'Edfu est dédié à Horus, le dieu faucon, né de la déesse Isis et du dieu Osiris. C'est une construction relativement récente, en effet elle remonte à l'époque ptolémaïque, donc entre 237 et 57 avant Jésus-Christ, mais il a été érigé sur la base d'un temple beaucoup plus ancien, qui remonterait à la période de l'Ancien Empire, donc entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Mais la particularité du temple d'Edfu ne réside pas dans son ancienneté, mais dans les inscriptions qu'il contient. En effet, les inscriptions présentes dans le temple révèlent une série de références extraordinaires au premier temps, une période gouvernée par les dieux avant l'avènement des dynasties pharaoniques. Ce concept, considéré par de nombreux égyptologues comme mythique ou légendaire, pourrait en réalité cacher des vérités plus profondes sur la naissance de cette civilisation extraordinaire. Selon ce que racontent ces anciennes inscriptions, une civilisation composée d'êtres divins aurait en effet gouverné le monde avant l'avènement des sociétés dynastiques égyptiennes. Ce seraient donc eux qui auraient apporté la civilisation en Égypte, enseignant l'agriculture, l'astronomie, la géométrie et d'autres connaissances fondamentales. Après tout, si nous lisons les inscriptions du temple d'Edfu, de nombreux indices laissent penser que les anciens Égyptiens, plutôt que d'être les créateurs de leur savoir, l'avaient en réalité hérité et transmis au fil du temps. Même la construction de tous les monuments sacrés semble suivre un projet et un savoir-faire architectural qui auraient été transmis par ces êtres très anciens. Mais pour comprendre la portée de ces affirmations, il est utile de faire un pas en arrière et d'écouter ce que les anciens Grecs disaient de l'Égypte. Nous, les Grecs, en réalité, nous sommes des enfants comparés à ce peuple qui possède des traditions 10 fois plus anciennes que les nôtres. Et tandis qu'aucun des précieux souvenirs du passé ne survivrait longtemps dans notre pays, l'Égypte a enregistré et conservé pour toujours la sagesse des temps très anciens. Ce que nous pouvons ajouter, c'est que, évidemment, ces témoignages sont considérés par les historiens comme issus du mythe, des histoires inventées, qui n'ont donc aucune valeur réelle. Cette conviction naît cependant d'un profond malentendu dans la pensée moderne, car le mot « mythe » a en effet acquis une signification différente de celle que lui attribuaient les anciens. Aujourd'hui, avec le mot « mythe », nous entendons principalement le sens de fable ou de légende, mais pour les hommes du passé, il avait d'autres significations. Le terme « mythe » est grec et signifie « parole »,« sentence »,« annonce », donc « récit » ou « histoire ». Pour Hésiode, l'ancien poète grec, les récits mythiques étaient des histoires racontées de manière à pouvoir être gravées de façon indélébile dans la psyché des hommes, en les impliquant émotionnellement et mentalement. Et que cela soit vrai, c'est l'expérience et l'histoire même de l'archéologie qui le disent. Pendant de nombreuses années, par exemple, on a cru que la ville de Troie,
décrite dans l'Iliade, était une ville mythique, donc totalement inventée par Homère. Mais en 1871, l'aventurier et explorateur Heinrich Schliemann, en suivant les indices géographiques contenus dans l'Iliade, découvrit Troie dans l'ouest de la Turquie, près des Dardanelles. Tu ne sais pas, Asclépios, que l'Égypte est une image du ciel? Il viendra un moment où cela aura été en vain. Que les Égyptiens aient honoré la divinité avec une piété sincère et un service dévoué, et tout notre culte sacré sera inutile et inefficace. Les dieux, voyageurs de l'espace, retourneront de la terre au ciel. L'Égypte sera abandonnée, et la terre, qui autrefois était la demeure de la religion, restera désolée, privée de la présence. Le fou sera considéré comme un homme courageux et le méchant sera estimé comme bon. Quant à l'âme et à la conviction qu'elle est immortelle par nature ou qu'elle peut espérer atteindre l'immortalité, comme je vous l'ai enseigné, tout cela sera tourné en dérision et ils se persuaderont même que c'est faux. Nous trouvons des traces de l'existence de ces rois primordiaux qui ont fondé l'Ancien Empire dans plusieurs sources. Par exemple, nous avons les auteurs de l'époque classique qui en parlent. Mais on les retrouve aussi dans le célèbre Papyrus royal de Turin, qui est un ancien document égyptien, daté de la fin de la 19e ou du début de la 20e dynastie, où sont énumérés les noms de 10 souverains primordiaux de l'Égypte antique. C'est justement l'historien grec Eusèbe qui, en citant Manéthon, prêtre du temple d'Héliopolie et gardien des archives sacrées, qui fait commencer la civilisation égyptienne en 30 500 avant Jésus-Christ, donc bien avant la chronologie officielle. Et la fondation de la civilisation égyptienne serait attribuée aux rois primordiaux, qui auraient régné pendant pas moins de 13 900 ans. Mais qui étaient ces divinités ou rois primordiaux qui ont fondé l'ancienne civilisation égyptienne? D'où provenait leur sagesse? Étaient-ils des êtres venus d'un autre monde, ou étaient-ils simplement les héritiers d'une civilisation perdue et technologiquement avancée? Les inscriptions du temple d'Edfu fournissent un autre indice important. Les dieux fondateurs seraient originaires du Nil. La terre natale de ces êtres primordiaux se serait trouvée au-delà des frontières de la Méditerranée, mais à cause d'une catastrophe, l'île aurait été détruite en très peu de temps. Bien, essayons de suivre cet indice. Selon des études récentes, il y a entre 12 000 et 13 000 ans, une gigantesque météorite aurait frappé la Terre, provoquant par son impact un déplacement de l'axe terrestre de pas moins de 2000 km, un véritable cataclysme qui bouleversa toute la planète, avec de violents tremblements de terre et de terribles éruptions volcaniques. Il s'en serait suivi une élévation du niveau de la mer, qui aurait submergé une grande partie des terres émergées de la planète. Cet événement n'est pas nouveau pour ceux qui connaissent les récits mythologiques de nombreuses cultures, même si pour certains, ce ne sont que des histoires fantastiques. Imaginons un instant qu'avant cet événement catastrophique, une civilisation évoluée ait existé sur notre planète, et demandons-nous, existe-t-il des indices qui confirment ce récit? Écoutons ce que raconte Platon qui, rappelons-le, était allé en Égypte et avait rencontré les prêtres, dépositaires de la sagesse des dieux primordiaux. Et maintenant, mon ami Timée, oublie les mythologies et écoute une ancienne fable. Tu trouveras ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a longtemps et qui mérite d'être connu. Sur le territoire que nous appelons aujourd'hui Atlantide, il y avait de puissants rois qui régnaient sur une vaste et grande île, ainsi que sur de nombreuses autres îles voisines. De plus, cette île gouvernait sur des parties du continent qui entourent notre véritable mer. C'est pourquoi, à l'époque, nous avions accès au monde entier, puisque notre mer se trouvait à l'intérieur des colonnes d'Hercule. Et on peut dire que ce qui est maintenant devenu une mer était alors une véritable mer. Mais Platon va encore plus loin et décrit une époque antérieure qu'il définit comme l'âge d'or, une époque où le dieu Saturne régnait comme un berger bienveillant. À l'âge d'or, bien avant que l'homme ne construise ses villes, régnait le bonheur. Saturne n'autorisait aucun homme à gouverner d'autres hommes et à causer des injustices. Le dieu utilisait pour nous gouverner les mêmes méthodes que nous utilisons avec nos troupeaux. À la tête d'un troupeau, on ne met pas un agneau, ni un bélier, mais un berger, un être appartenant à une espèce différente de la leur, de nature supérieure. Ustorie aux frontières de la connaissance.
Platon décrit une époque où le monde était gouverné par des divinités supérieures, qui confiaient à des divinités inférieures ou des demi-dieux, qui s'incarnaient en soi dans des corps humains, la tâche d'éduquer les hommes et de les conduire à la sagesse. Ces dieux assument donc la fonction du bon berger, ils guident le genre humain et se partagent la terre. Cela aurait engendré les dynasties divines. Pour nos abonnés, ce discours n'est pas nouveau, nous l'avons déjà rencontré ailleurs et dans d'autres cultures. Mais revenons maintenant. Revenons à nouveau en Égypte et analysons la figure du dieu Thoth. Thoth est décrit comme un être divin né dans un pays lointain. Pour être précis, une île située à l'ouest de l'Égypte, au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui comme le détroit de Gibraltar. Mais il y a plus. Les textes anciens racontent qu'un jour le soleil s'est obscurci. Il s'est obscurci à tel point qu'il a effrayé les dieux, et ceux-ci, grâce à l'aide de Thoth, ont fui par la mer vers une nouvelle terre. À ce stade, on se demande si ces dieux partis de l'île étaient les Atlantes. Peut-être à cause d'une pluie de météorites qui a déclenché une immense catastrophe détruisant leur nation, et que ceux-ci ont ensuite trouvé refuge en Égypte, un endroit où peut-être ils avaient auparavant établi un protectorat, et qui, pour une raison quelconque, avait été épargné par la catastrophe mondiale, ou bien où les effets destructeurs avaient été moindres. Aucune preuve n'existe que tout cela soit vrai, mais nous pouvons tout de même chercher des indices. Comme vu dans les inscriptions du temple d'Edfou, il est question d'un premier temps. Existe-t-il cependant des indices concrets suggérant que la civilisation égyptienne soit aussi ancienne ? Grâce à ce que nous avons déchiffré des inscriptions d'Edfou, nous pouvons revenir sur le plateau de Gizeh et l'observer autrement. La Grande Pyramide est très probablement bien plus ancienne que ce que l'égyptologie considère. Mais nous savons aussi que si nous acceptons qu'une catastrophe ait eu lieu il y a 11 000 ans, la Grande Pyramide doit forcément être postérieure à cette date, car elle apparaît encore aujourd'hui parfaitement alignée avec les points cardinaux. Et cela n'aurait pas été possible si elle avait été construite avant, car elle se serait déplacée à cause du déplacement de l'axe terrestre. Mais les pyramides ne sont pas les seuls monuments remarquables du plateau de Gizeh. Il existe au moins un cas qui peut prouver, sans l'ombre d'un doute, l'ancienneté du site. Le Sphinx. Ce que nous savons, c'est que le Sphinx est plus ancien que la Grande Pyramide. Et selon certaines études, son âge pourrait justement coïncider avec ce premier temps décrit à Edfou dans les années 90. Le géologue Robert Schoch a largement démontré que le Sphinx ne peut pas avoir moins de 10 000 ans. Les signes d'érosion présents sur le corps de la statue indiquent clairement qu'elle a été soumise à de fortes précipitations ou à des événements d'inondation. Ce qui ne peut pas être arrivé avant il y a 10 000 ans, c'est-à-dire avant que la plaine de Gizeh ne devienne un désert aride. Donc le Sphinx est certainement plus ancien que ce que l'on pense généralement, et il pourrait même être antérieur à la catastrophe survenue il y a 11 000 ans. À cela, il faut également ajouter un autre détail important dans le complexe de Gizeh. On découvre les vestiges de ce que l'on appelle des preuves de structures de fondation et de travaux préparatoires, qui sont bien plus anciens que les pyramides. Ces structures sont très intéressantes car, comme nous l'apprenons grâce aux inscriptions présentes dans les temples, les anciens Égyptiens suivaient un plan de construction très précis, un plan qui avait été conçu par les divinités et qu'ils respectaient avec beaucoup d'attention. Ce plan était si précis et détaillé qu'il ressemble davantage à une reconstruction d'anciens sites plutôt qu'à la construction de quelque chose de nouveau. Pour appuyer cette thèse, on peut ajouter qu'en Égypte, sous les structures connues, il existerait des lieux et pièces soupçonnés depuis longtemps, mais sans aucune recherche approfondie pour des raisons inexpliquées. Nous aborderons bientôt ce sujet dans une nouvelle vidéo afin de montrer l'importance de ce qui pourrait encore être caché sous le sable en Égypte. Il suffit de citer le cas du labyrinthe de Moéris, décrit par Hérodote comme étant plus majestueux que les pyramides elles-mêmes. Il serait composé de plus de 3000 pièces et dans les pièces souterraines, toujours selon les témoignages des auteurs grecs, pourraient être conservées les dépouilles des divinités primordiales et les documents originaux d'où proviendrait toute la sagesse du peuple égyptien. Maintenant, si l'on admet qu'il ait existé une civilisation évoluée, antérieure à celle que nous connaissons, de nombreux éléments semblent alors trouver leur place. Des découvertes comme Göbekli Tepe ou Gunung Padang n'apparaissent plus comme des anomalies inexplicables, tout comme les ruines de Cusco, Machu Picchu ou Tiahuanaco. Le récit d'êtres divins qui s'incarnent en hommes et deviennent des guides pour l'humanité.
On le retrouve en Égypte avec Osiris, en Crète avec Minos qui reçut les lois de Zeus, chez Moïse qui les reçut de Yahvé, ou chez Viracocha pour la civilisation Inca. Ce ne sont que quelques exemples, mais la liste peut être bien plus longue. Ce que nous trouvons dans ces anciens témoignages n'est-il que mythes et légendes, ou bien ceci suggère-t-il que notre histoire pourrait être bien plus complexe? En partant des pierres parlantes du temple d'Edfou, chaque mystère semble trouver sa place dans un tableau plus vaste et cohérent. Nous sommes curieux d'avoir votre avis, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Nous en reparlerons bientôt, car il reste beaucoup à dire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.